Eh bien, nous sommes heureux de retrouver dans le cœur de cette matinale le colonel Jacques Beau. Bonjour mon colonel. Bonjour, merci de m'inviter. Vous arrivez à un moment donné, vous êtes déjà très nombreux, donc je vous demande des pouces, des repartages, des pouces bleus pour que cette émission soit vue dans les meilleures conditions par un grand nombre d'internautes. Et je vous remercie déjà pour tous ceux qui sont présents depuis 7 heures ce matin. Eh ben, écoutez, vous arrivez à un moment sur un champ de bataille, véritablement, mon collègue, vous n'en serez pas seulement le juge de paix, mais aussi nous allons analyser l'ensemble de la situation. Évidemment, en particulier la situation, je rappellerai les différents ouvrages, là j'avoue que j'ai été un petit peu pris de court, on va y revenir parce que je dirais qu'on a beaucoup d'échanges avec le colonel Beau, mais l'idéal c'est évidemment, parce que souvent ce qui est écrit se réalise, il faut bien le reconnaître, par exemple l'Ukraine, mais pas seulement, eh bien de se référer aux ouvrages que vous retrouvez d'ailleurs juste derrière lui, dans sa bibliothèque. Donc, colonel, peut-être commencer par la négociation globale qui semble s'initier aujourd'hui, et constater d'ailleurs que autant on parlait d'un nouvel ordre mondial avec à Potsdam, à Yalta. Aujourd'hui, eh bien, c'est Jeddah, c'est Istanbul, ce qui montre que le centre du monde a, semble-t-il, évolué. Et c'est là que des négociations importantes ont lieu aujourd'hui, en particulier entre la Russie et les États-Unis. Si vous voulez qu'on commence par là. Oui, oui, bien sûr, on a ces endroits de négociation. Vous remarquez d'ailleurs que on est dans des endroits, alors Yalta c'est un peu particulier, mais il y avait déjà des négociations, des négociations à Téhéran, etc., lors de la Deuxième Guerre mondiale. Le Moyen-Orient est un peu notre lieu neutre pour aller négocier les Oui. Occidentaux. Hein, c'est assez intéressant de voir. Mais bon, la nature des négociations est un peu différente parce que d'abord, on a un acteur qui est dominant dans ces négociations, c'est évidemment les États-Unis. Et c'est un peu quand vous parlez de changement de l'ordre mondial, oui et non. Oui, dans la mesure où effectivement, on a passé maintenant 3 ans de guerre. On peut partout, on peut dire, hein, parce qu'il y a la Palestine, c'est pas 3 ans, mais enfin, il y a l'Ukraine qui a été le phénomène géopolitique majeur de ces dernières années. Et ça, l'ordre mondial a été bousculé par ce conflit en réalité, et plus exactement par la manière dont les Occidentaux y ont réagi. C'est ça qui a bousculé l'ordre mondial. C'est en fait, je pense que c'est plus les sanctions imposées à la Russie que le conflit lui-même qui a bousculé l'ordre mondial et qui a fait que le reste du monde aujourd'hui réfléchit à ses relations avec l'Occident. Et c'est la manière dont l'Occident a réagi qui a montré sur l'impuissance de l'Occident, qui a montré l'impuissance de l'Union européenne, qui a montré l'impuissance des États-Unis. Et par conséquent, si vous voulez, c'est pas tellement les négociations qui constituent le bousculement du monde, mais c'est tout ce qui s'est passé avant. Oui, Et aujourd'hui, les négociations essayent de rétablir cette exactement. idée en quelque sorte. C'est Alors ça. là, l'aspect intéressant, c'est que ça vient des États-Unis, qui était l'acteur principal du chaos, et maintenant c'est les États-Unis qui essayent d'être l'acteur du rétablissement de la situation quelque part, ce qui est assez intéressant. Mais à partir de là, on est obligé quand même d'être un peu critique par rapport aux États-Unis. Il faut l'être par rapport aux Européens parce qu'on remarque d'ailleurs que aujourd'hui, quand on parle de solutions diplomatiques pour les différents conflits qu'il y a, que ce soit l'Iran, que ce soit la Chine, que ce soit la crise des droits de douane, que ce soit la Palestine, que ce soit bien entendu l'Ukraine, on s'aperçoit que l'Europe est aux abonnés absents et qu'il y a à aucun moment
on mentionne l'Union européenne qui prétend être le plus grand marché du monde, le plus grand compétiteur de la Chine, des États-Unis, etc. Et pourtant, sur l'angle diplomatique, ils sont totalement absents. Lorsqu'il y a une crise, alors bon, avec la Chine, c'est un peu facile parce que c'est une crise qui concerne directement les États-Unis, mais si on prend le Moyen-Orient, par exemple, où on pourrait imaginer que les Européens puissent avoir une place dans la résolution du conflit, eh bien, absolument pas. Tous les regards se tournent vers la diplomatie américaine et non pas vers la diplomatie européenne. Alors, je ne parle même pas des diplomaties nationales, parce que je parle de diplomatie européenne, je parle de la diplomatie de l'Union européenne qui est cet immense marché, soi-disant, dont la représentante en matière d'affaires extérieures, c'est Kaja Kallas, puis c'est elle qui dirige le External Action Service de l'Union européenne. Et elle a une obsession, c'est la Russie, c'est tout. C'est une sorte de réflexion. Son chemin de pensée peut s'exprimer par une sorte de tunnel sans fin qui va en direction de la Russie. C'est tout. En dehors de ça, il n'y a absolument aucune réflexion, il n'y a rien. Et donc, là, on voit donc évidemment une faiblesse structurelle au niveau de l'Union européenne, mais au niveau des nations européennes aussi, parce que les pays qui comptaient autrefois en Europe, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, l'Allemagne, sont aujourd'hui des pays qui sont incapables de faire fonctionner leur diplomatie. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on les retrouve dans des discours très guerriers. Au lieu d'essayer de résoudre la situation, ils essayent de mettre des emplâtres sur la jambe de bois, si vous voulez. Alors, on parle d'envoi de troupes, envoi des missiles Taurus, etc. Mais qui, on voit bien, ne vont pas résoudre le problème. Parce qu'aucun de ces pays, et pas même l'Union européenne d'ailleurs, ne s'est fixé d'objectif. On ne sait même pas pourquoi ils veulent le faire. Pour armer l'Ukraine. Bon, mais ça, armer l'Ukraine, c'est un moyen pour une fin. Mais quelle est cette fin? Personne ne le sait parce qu'on a effectivement des dirigeants en Europe qui sont sans stratégie. Ceci étant, quand on regarde les Américains, c'est pas beaucoup mieux. On a un avantage, il faut le dire, il faut le laisser à Donald Trump, c'est qu'il s'est donné la mission de cesser ces conflits. Ça, il faut donner, c'est à son crédit, c'est d'avoir eu l'intention d'arrêter ces conflits, que ce soit le conflit ukrainien, le conflit palestinien, le conflit en Iran, quoique là encore on peut discuter, mais on y reviendra, mais au moins il y a l'idée de résoudre ces problèmes. Les Américains ont en fait aujourd'hui leur problème principal, c'est pas en fait, enfin oui, c'est en fait aussi, mais leur problème principal, c'est la Chine. Ça, c'est leur priorité. Déjà, Obama l'avait dit, il avait déjà parlé, parce que quand on parle aujourd'hui de l'OTAN, Trump, etc., qui va abandonner l'OTAN, en réalité, je rappelle que le pivot vers l'Asie, et notamment le pivot aussi géostratégique, c'est Obama qui l'avait lancé. N'est-ce pas? Donc, c'est pas Donald Trump est dans la continuité de quelque chose qu'on avait déjà entendu auparavant. Et l'obsession des Américains, c'est qu'ils ont une économie qui se dégrade parce qu'elle n'a plus d'économie réelle. Elle a une économie financière, mais elle n'a plus d'économie réelle. Et elle a, à tort ou à raison, je pense plutôt à tort d'ailleurs, l'impression que la Chine lui a volé cette économie réelle d'une certaine manière. Et la priorité de Donald Trump, c'est de restaurer, de reprendre aux autres l'économie réelle, je veux dire l'industrie par exemple, et de la rapatrier aux États-Unis. Et ça, c'est l'élément central de sa stratégie.